Quatrièmement, de Tétouan à Fès. 4 juillet. Pendant cette première journée de marche, je me borne à gagner le Fundouk devant lequel j'étais déjà passé entre Tanger et Tétouan. La route a été décrite, je n'en reparlerai pas. J'ai fait prix pour me conduire à Fès avec un muletier musulman. C'est en sa compagnie que je suis parti ce matin. Notre caravane est peu nombreuse, 10 bêtes de somme, le muletier, son fils et un domestique. Voilà avec Mardoké et moi tout ce qui la compose. D'ici à Fès, par la route que nous allons prendre, il n'y a rien à craindre. Nous serons constamment en Bled el-Makhzen et en pays peuplé. Inutile de prendre d'escorte. Le Fondour où nous passons la nuit est une vaste enceinte carrée dont le pourtour est garni à l'intérieur d'un hangar. Les voyageurs s'installent sous cet abri, les animaux restent au centre, le maître du lieu perçoit une légère rétribution sur bêtes et gens, de plus, ils vendent de l'orge et de la paille. Les établissements de ce genre, rares au Maroc, dans la campagne, y sont très nombreux dans les villes. Le hangar se surmonte alors d'un étage où sont disposées de petites cellules fermant à clé qu'on loue aux étrangers. Ce sont les seules hôtelleries qui existent. Le Fondouk où nous sommes paraît très fréquenté. Vers le soir, près de 50 voyageurs s'y trouvent réunis. La cour est pleine. Chevaux, ânes, mulets, chameaux s'y pressent pêle-mêle avec des troupeaux de bœufs et de moutons. 5 juillet. À 4 heures du matin, nous quittons le Fondouk. La caravane s'augmente de 3 personnes. Un homme se rendant à Fès, il porte à la main une cage contenant 6 canaris. C'est pour les vendre qu'il entreprend ce voyage. Il compte sur un bénéfice d'environ 30 francs. Note de la rédaction, 480 € environ. Fin de note. Puis une femme et sa petite fille allongeant ses loups. Aujourd'hui, la route traverse 2 régions fort différentes. Durant la première partie de la journée, je suis dans un pays montueux, très arrosé, souvent boisé. Ce sont les dernières pentes du revers occidental des montagnes du Rif. Puis, vers midi, après avoir passé un col aux abords rocheux et difficiles, je débouche dans une immense plaine légèrement ondulée où je marche jusqu'au gîte. Cette plaine, couverte tantôt de champs de blé et de maïs, tantôt de pâturages, tantôt de Noir al-Hbila. Note de l'auteur. Les Noir al-Hbila sont de larges fleurs blanches portées par des tiges raides qui atteignent jusqu'à 1,20 m, 1,40 m de hauteur. Ils poussent sans culture, très serrés, formant comme de vastes champs blancs. Les tiges ont en moyenne 1 mètre, 1,20 m d'élévation. Elles servent une fois sèches à allumer le feu et à faire des huttes grossières. Cette plante n'est propre à aucun autre usage. Les animaux ne la mangent point. Note de la rédaction. Il peut probablement s'agir, selon l'article de Wikipédia, d'une espèce de plante herbacée vivace de la famille des astéracées, cosmopolite, dans l'hémisphère nord nommée l'achillée millefeuille, ou la millefeuille, Achillea millefolium en latin. Cependant, l'article précise que, citation, c'est une plante comestible dont on peut utiliser les feuilles à goût astringent et à faible odeur confrée, et que c'est l'une des plantes le plus couramment utilisées en médecine traditionnelle depuis plus de 3000 ans. Fin de citation et de note. Cette plaine s'étend à perte de vue dans les directions de l'ouest et du sud. Au nord et à l'est, elle est bornée par une longue ligne de hauteurs bleuâtres au flanc desquelles on distingue de blancs villages et les taches sombres de vergers. La nouvelle région où je viens d'entrer et où je demeurerai jusqu'à l'oued Sbou présente le contraste le plus complet avec celle que je quitte. Là, on ne voyait que des villages, ici presque que des tentes. Là, une foule de jardins, ici pas un arbre.
Là, tous les ruisseaux, toutes les rivières avaient de l'eau courante, tous étaient bordés de lauriers roses. Ici, bien des lys sentent à sec, d'autres ne contiennent qu'une eau croupissante et le laurier rose a disparu. Cependant, sans être riante comme la première, c'est encore une riche contrée. Le sol terreux partout est entièrement cultivable. De beaux champs de blé, d'orge et parfois de maïs en couvrent une grande partie et en prouvent la fécondité. D'ailleurs, si elle n'a pas ces ondes fraîches et limpides que j'admirais près de Tétouan, les rivières pourtant y sont nombreuses et l'eau est loin d'y manquer, malgré la saison. Nous nous arrêtons à 4 heures du soir dans un douar des Bdawa. Note de l'auteur. La tribu des Bdawa fait partie de la province de l'Araïch, province gouvernée par un caïd résidant à l'Araïch. Les Bdawa, ainsi que toutes les populations que je rencontrerai d'ici à Fès, ne parlent que l'arabe. Fin de note. Dans un douar des Bdawa, on a lieu où se tient un marché hebdomadaire, sur l'Arba al-Bdawa. Pendant cette journée, je n'ai rencontré sur la route qu'un passage difficile, les environs du col signalés plus haut. Parmi les cours d'eau traversés, 3 avaient quelque importance. L'Oued el-Haraïcha, berges escarpées de 2 ou 3 mètres de haut, 6 mètres de large, eau claire de 50 centimètres de profondeur qui coule sur un lit de gros galets, courant rapide. L'Oued el-Kharroub, berge de terre escarpée de 2 ou 3 mètres de haut, 5 mètres de large, eau claire et courante de 50 centimètres de profondeur, lit de gravier. L'Oued Aïcha, 6 mètres de large, eau de 50 à 60 centimètres de profondeur, courant insensible. En général, peu de monde sur le chemin, mais sur quelques points, beaucoup de travailleurs dans les champs. Partout, de Tétouan à Fès, on moissonne. Souvent, les douars qu'on rencontre sont grands, mais ils ont l'aspect misérable. Les tentes, petites et mauvaises, ne descendent qu'à 80 centimètres de terre, laissant un vide mal fermé par une cloison de noir al-bila. Encore, tout n'est-il pas tente? Celles-ci sont mêlées la plupart du temps de huttes en noir al-bila. Huttes et tentes sont groupées sans ordre, formant un ensemble qui rappelle peu le sens primitif du mot douar. Ainsi sont tous les campements de Tétouan à Fès. 6 juillet. Départ à 5 heures du matin. Toute la journée, je continue à marcher dans la plaine ondulée décrite hier. Rien n'y change. Même terrain, mêmes habitants, même horizon. Seulement à partir de 11 heures, j'ai en vue le Jbel Sarsar. Sa croupe massive apparaît à l'est, dominant les hauteurs qu'on aperçoit de ce côté. El-Qsar est situé au milieu de la plaine. Nous entrons dans la ville à 4 heures du soir. Plus de voyageurs aujourd'hui qu'hier sur la route. Le principal cours d'eau traversé est l'Oued el-Mkhazn, berge de terre de 1 sur 2, de 4 à 5 mètres de haut, 10 à 12 mètres de large, belle eau courante de 50 centimètres de profondeur. Un événement se produit ce soir dans notre caravane. En entrant à El-Qsar, l'homme aux Canaries nous fait part de son mariage. En marche, il a fait connaissance avec notre compagne de route, lui a plu, lui a offert sa main, elle a accepté. Ils vont se marier à El-Qsar. On vendra les Canaries comme on pourra, le prix en servira aux dons nuptiales et aux frais de la noce. 7 juillet. C'est aujourd'hui samedi. Force m'est de rester ici pendant 24 heures. De tous les ennuis auxquels m'a soumis ma condition de juif, je n'en connais aucun qui approche de celui-là, perdre 52 jours par an. Certains Israélites du Maroc sont d'avis que c'est le point le plus admirable de leur religion. Je n'ai rien trouvé de plus dur. On voudrait se mettre en route, on ne peut pas. On est en voyage, faut s'arrêter. Encore si l'on pouvait profiter de ce retard pour rédiger ses notes, mais c'est presque toujours impossible.
Se trouve-t-on seul? On barricade sa porte, on bouche les fentes et on se met au travail. Mais il est si difficile d'être seul ce jour-là. Il ne faudrait pas qu'on vous surprit à écrire. Votre secret serait trahi. On saurait que vous n'êtes pas israélite. A-t-on jamais vu au Maroc juif écrire durant le sabbat? C'est défendu, au même titre que voyager, faire du feu, vendre, compter de l'argent, causer d'affaires, que sais-je encore. Et tous ces préceptes sont observés avec quel soin. Pour les Israélites du Maroc, toute la religion est là. Les préceptes de morale, ils les nient. Les 10 commandements sont de vieilles histoires, bonnes tout au plus pour les enfants. Mais quant aux 3 prières quotidiennes, quant aux oraisons à dire avant et après les repas, quant à l'observation du sabbat et des fêtes, rien au monde, je crois, ne les y ferait manquer. Doués d'une foi très vive, ils remplissent scrupuleusement leur devoir envers Dieu et se dédommagent sur les créatures. Encore ici, ne suis-je pas très à plaindre. Je profiterai de cette journée pour visiter la ville. يا المشي بناتي فوت دوج معك عبيني نزور بابا صالي من غيره ما يداويني. Celle-ci a pu mériter autrefois son nom de Qsal Kbir, le grand château. Mais aujourd'hui, elle n'est plus ni grande ni fortifiée. Elle manque d'eau, on est obligé d'en aller chercher dans des outres à l'oued Loukous, à près d'une demi-heure de distance. La population peut être de 5 ou 6 000 habitants, dont un millier d'Israélites. Ceux-ci étaient autrefois enfermés dans un mlah. Comme elle est devenue trop étroite, on leur permet aujourd'hui d'habiter dans toute la ville. Malgré cela, elle est difficile de se loger. J'ai eu toutes les peines du monde à trouver une chambre. Et quelle chambre! Je n'aurais jamais cru qu'une telle quantité d'araignées et de souris pût tenir en un si petit espace. Quant aux anciennes fortifications, on en retrouve peu de traces. Quelques ponts de murs ruinés, de pisés extrêmement épais, se dressent çà et là aux abords de la ville. Voilà tout ce qu'il en reste. Une des choses remarquables de ce lieu est la quantité innombrable des cigognes. Point de maison sans un nid de ces oiseaux. Il y en a, je pense, presque autant que d'habitants. Al-Qsar est la résidence d'un gouverneur, lieutenant du Qaïd al-Arish. Note de l'auteur. Le Qaïd al-Arish est le chef de la province du même nom. De Tanger à Fès, je traverse 5 provinces. Celles de Tanger, de Tétouan, de l'Arish, du Rarb et de Fès. Les 4 premières sont gouvernées chacune par un Qaïd. Dans la dernière, l'autorité est partagée entre 3 bachas. Ces 7 fonctionnaires relèvent tous directement du sultan. La province du Rarb est très étendue. Je vais y entrer et j'y resterai jusqu'auprès de Fès. Les tribus des Tgaga, des Hjawa, des Ouled Aïssa, des Shraga en font partie. Fin de note. Auprès de la ville sont de grands vergers. J'y ai remarqué de belles plantations d'orangers, entretenues avec soin et arrosées par des norias. Mais ce sont des exceptions. En général, ces jardins sont plus vastes que florissants. Ils produisent peu de fruits. La plupart de ceux qu'on consomme ici viennent de Tanger ou de Tétouan. منين انا ومنين انت يا وين وانا حوز المغرب 8 juillet. الخوامة بتعيب على ربي. Départ à 5 heures du matin. Je marche dans la même plaine. Telle elle était avant-hier au nord de l'Qsar, telle elle sera encore toute cette journée. Il n'y a qu'une différence. La ligne de hauteur qui la bordait vers l'est disparaît et fait place au lourd massif de Jbel Sarsar et du Jbel Kourt. À 3 heures de l'après-midi, nous arrivons à Shmaha, petit douar où nous devons passer la nuit. Je n'ai traversé aujourd'hui qu'une seule rivière, mais elle est importante. C'est l'oued Loukous, berge de terre à 1 sur 1, de 7 à 8 mètres de haut, eau courant de 60 à 70 cm de profondeur et de 20 à 25 mètres de large, lit de gravier. Une caravane qui chemine en ces pays arrive toujours plus nombreuse qu'elle n'était partie. En marche, il se grossit de tous les isolés qu'elle rencontre et qui suivent la même route. À chaque gîte, elle s'accroît de quelques personnes qui profitent de l'occasion. L'amara mliha, la société est bonne.
dit-on. La société est une sûreté et souvent une économie. 5 au départ, nous sommes déjà une douzaine. Nous arriverons 15 ou 20 à Fès. لا لا تهمدي لا لا لطان لا لا الله ينصر سلطان لا لا 9 juillet. وين الوجدود لا لا نمشي الدار البيضاء لا لا فيها ولاد البيبان لا لا Départ à 4h30 du matin. Nous reprenons notre marche au travers du même pays. À 2h, nous parvenons au bord de l'Oued Ourra. Le fond de la vallée, très large ici, est limité des deux côtés par un talus de terre presque à pic d'une dizaine de mètres de hauteur. L'aspect de la vallée est riant. C'est une grande prairie où paissent de nombreux troupeaux. Quelques bouquets d'arbres l'ombrage, des jardins, des douars s'y voient en grand nombre. Au milieu, la rivière, large de 80 mètres, aux eaux vertes, coule claire et rapide sur un lit de galets. Ce lit est bordé de berges de terre à pic de 4 à 5 mètres de haut. La largeur de la rivière atteint près de 100 mètres au gué où nous la traversons. En ce point, elle a environ 60 centimètres de profondeur. Au-dessous, son cours se rétrécit. Mais elle devient profonde, de 1,50 m. Nous nous arrêtons sur la rive gauche de l'Oued, dans un petit douar ombragé de figuiers. C'est là que nous passerons la nuit. Avant d'arriver à l'Oued Ourra, j'avais franchi un cours d'eau assez important, l'Oued Ardat, berge de terre de 4 à 5 mètres de haut, eau claire et courante de 50 cm de profondeur, 15 mètres de large, lit de gravier. Aujourd'hui, un peu moins de monde sur le chemin que les jours derniers. Les cultures semblent aussi un peu moins nombreuses et moins soignées. Les pâturages augmentent. D'ici, on voit tout à fait dans le lointain, bornant l'horizon vers l'est, une longue série de crêtes grisâtres très découpées. Elles paraissent appartenir à des massifs élevés. Un sommet se distingue par ses formes escarpées. C'est le Jbel ou l'Ed Aïssa. Plus près de moi, dans la direction du sud, j'aperçois le Jbel Selfet. L'Oued Ourra renferme beaucoup de poissons. Des hommes de la caravane pêchent et en prennent une quantité étonnante. Il contient aussi des tortues, comme la plupart des cours d'eau entre Tanger et Fès. « 10 juillet. Départ à 5h du matin. Je marche jusqu'au gîte, dans la même plaine que les jours précédents. Mais le terrain se modifie un peu. Il commence à changer vers 9h30, à la frontière des Ouled Aïssa. Jusque-là, c'était toujours la même plaine à ondulations légères, succession de plateaux peu élevés, coupés de vallées sans profondeur. À partir de là, les rides se creusent, les reliefs se prononcent. Cependant, les mouvements sont encore peu accentués. Et la région d'ici à l'Oued Sbou peut se considérer comme appartenant à celle où je suis entré le 5 juillet. Mais par divers côtés, elle annonce la contrée qu'on trouvera sur la rive gauche du fleuve. Déjà les flancs des vallées se couvrent de jardins. Déjà apparaissent sur les côtes des plantations d'oliviers, de vignes et de figuiers. Déjà les collines se couronnent de villages. De plus, la noix rahbila, plante curieuse qui couvre une partie de la plaine que je finis de traverser et que je n'ai jamais rencontrée ailleurs, devient rare. Par contre, le jujubier sauvage commence à se montrer. Depuis que je suis chez les Ouled Aïssa, j'en vois ça et là des buissons poussant dans la campagne. On rencontre plus de passants qu'hier. Le pays paraît plus habité et plus riche. Vers 3h30, nous atteignons la vallée du Sbou. Moins large que celle de l'Oued Ourra, elle est aussi nettement dessinée. Un double talus à pente très raide en limite le fond de chaque côté. Ce fond est en partie sablonneux. On y voit peu de culture. Mais il y a des pâturages avec plusieurs grands douars. Au milieu coule, en serpentant beaucoup, l'Oued Sbou.
La largeur moyenne paraît en être de 60 mètres, la profondeur d'1 mètre. Il coule entre 2 berges de terre de 3 à 4 mètres de haut. Les eaux en sont moins claires que celles de l'Oued Ourra, mais le courant en est extrêmement rapide. Nous profitons pour le passer d'un gué où il prend une grande largeur et se divise en 3 bras. Dans les 2 premiers, je trouve une profondeur de 50 cm environ. Dans le troisième, large de 50 mètres, une profondeur de 70 cm. Le lit est formé de gros galets. Nous faisons halte dans un douar sur la rive gauche du fleuve, tout près d'un rocher isolé, Hajar Shrifa, qui donne son nom à ce lieu. Ici encore, mes compagnons font une pêche abondante. De l'Oued Ourra à l'Oued Sbou, je n'ai traversé que des ruisseaux. 11 juillet. Départ à 5 heures du matin. Après nous être élevés par degrés en franchissant une succession de côtes coupées de ravins assez profonds, nous arrivons à 10 heures au cœur même du massif du Gubgub. Nous nous mettons à gravir cette montagne. Le sol reste terreux, mais le chemin, en pente très raide, devient difficile. La fatigue de la route est compensée par la beauté du paysage. Autour de soi, on ne voit que de vastes plantations de vignes et d'oliviers, s'étendant sur tout le flanc de la montagne et en couronnant le faîte. Puis, de temps en temps, on aperçoit vers la droite la haute cime du Tret, ou bien, dans le lointain, la silhouette grise du Zrhoul. À midi, j'atteins le col situé presque au niveau des sommets du massif. De là, on jouit d'un spectacle merveilleux. À droite, le Tret et le Zrhoul. À gauche, l'arête rocheuse du Zalar. En avant, bornant toute l'étendue de l'horizon, une ligne confuse de montagnes lointaines que dominent la haute cime du Jbel Riata et les crêtes neigeuses du Jbel Bni Warain. Au milieu de cette ceinture grandiose, au pied même du Gubgub, apparaît Fès, émergeant comme une île blanche de la mer sombre de ces immenses jardins. Du col, la descente est aisée. À 2 heures, j'arrive à Bab Sgma et j'entre dans l'antique cité de Moulay Idriss. Pendant cette journée, une foule de voyageurs n'a cessé de sillonner le chemin. De Hajar Shrifa à Fès, le pays est d'une richesse extrême. Ce ne sont que cultures, villages, jardins, plantations de vignes et d'oliviers. Quelques ravins sont boisés, peu de place inculte. Celles qu'on voit sont couvertes de jujubiers sauvages et de palmiers nains. La Nouara Bila a entièrement disparu. Peu d'eau courante, mais des sources et des puits. Vers 7h30, j'ai passé au milieu de l'Arba' des Ouled Jama'. Malgré l'heure matinale, elle était animée. Et s'y trouvaient 300 ou 400 personnes. Et on venait de toutes parts. Dans le prochain épisode, l'auteur résidera à Fès pendant le Ramadan, ce qui nous donnera l'occasion de faire connaissance avec la triple capitale du Maroc et ses habitants. L'auteur nous parlera aussi de ses tentatives d'atteindre le Tadla et Beljad par un chemin jusque-là très peu connu et réputé dangereux. Le jeune explorateur, déguisé en juif, y sera aidé par 2 négociants israélites. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.